très content de pouvoir justement présenter ce livre qui est sorti cette année et qui essaie d'expliquer justement tout ce que je n'avais pas pu dire dans ma thèse qui était consacrée aux armées de Simon Bolivar, qui était en fait une histoire des liens entre une révolution républicaine, celle du Venezuela, de la Colombie, Panama, Nouvelle-Grenade, mais au-delà, les armées de Bolivar vont libérer toute l'Amérique du Sud, vous savez, un rôle très important dans la républicanisation de l'Amérique du Sud, et qui s'attachait avant tout, qui faisait une histoire sociale et politique, qui s'intéressait au rôle des armées, les soldats, les formes d'autorité, la violence révolutionnaire, etc. Et dans ce livre qui s'appelle Libérer le Nouveau Monde, la fondation des premières républiques hispaniques, j'essaie d'expliquer pourquoi dans le monde hispanique en général et dans le monde ibérique, en incluant l'Europe, c'est dans cet espace particulier qui est aujourd'hui le Venezuela, Colombie, que vont naître les premières républiques. Dans une forme de paradoxe, puisque le régime républicain apparaît à la fin du XVIIIe siècle, notamment dans une lecture que les créoles, que les habitants de cette région peuvent avoir de la Révolution française, mais aussi de la Révolution américaine. Le républicanisme apparaît comme un régime à la fois faible et indésirable parce qu'il est un régime impie, non catholique, et aussi parce que c'est un régime de violence. Et la figure de Robespierre est particulièrement détestée dans cette région. Puis par ailleurs, c'est une société qui est une société à la fois d'ancien régime, une société de corps, mais aussi une société coloniale, avec des Indiens, avec des métis, des mulâtres. Les métis de sang africain et de sang indien sont la majorité de la population de cette région, entre 60 et 80% de la population. Et puis il y a la présence de l'esclavage, environ 10% de la population. Donc c'est une société coloniale, je dirais, qui est très peu sécularisée, qui est très peu individualisée, et dont le type de gouvernement est peu ou pas rationalisé. Donc, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon académique latino-américaniste, un accès non évolutif à la modernité politique. C'est-à-dire qu'on passe d'un coup à une société éminemment hiérarchisée, et doublement hiérarchisée, parce qu'elle est hiérarchisée selon les hiérarchies de l'ancien régime et les hiérarchies coloniales, donc avec quand même des stratifications très très fortes, à un républicanisme dont l'un des objets du livre est de préciser la nature, ce qui n'a pas été fait. Voilà. Et c'est une question qui n'a jamais été véritablement posée. Pourquoi? Parce que les historiens, aussi bien latino-américains qu'européens, considèrent que le passage des empires aux nations implique nécessairement, quand il s'agit d'un empire monarchique, le passage d'une monarchie à une république, parce que c'est l'indépendance qui commande tout. Sauf que, au cours de ces dernières années, sous l'influence des différents ouvrages qui sont exposés ici, notamment de François-Xavier Guérin, qui est professeur à Paris 1, avec qui j'ai fait ma thèse de doctorat, on a une lecture différente des indépendances qui s'est développée et qui insiste beaucoup sur le fait que ces indépendances qui ont lieu, petit rappel chronologique, qui sont déclarées dans la région qui m'occupe entre 1811 et 1813, au début du XIXe siècle, ont un caractère très contingent. Ils sont liés à un événement qui est l'effondrement de l'Empire espagnol à la suite de l'invasion de l'Espagne par Napoléon en 1800. Et donc, dans les années 90, il y a eu une sorte de chamboulement historiographique complet qui a permis de soustraire l'histoire des indépendances de l'histoire nationaliste, qui était une histoire très linéaire, très téléologique, qui disait bon, les identités qui sont forgées depuis la conquête, c'est ce qu'on appelle le patriotisme créole, et lorsque Napoléon envahit l'Espagne, les créoles, les gens du coin se disent ça chic, c'est le bon moment pour déclarer l'indépendance, et tout se passe très naturellement. L'accès au républicanisme et la création des républiques a un caractère très naturel. Et donc inquestionné, de fait. Or, si on regarde un petit peu le déroulé événementiel de ces indépendances, aussi bien au Mexique que dans la région qui m'intéresse, au Pérou, en Argentine, on se rend compte que à la fois la forme républicaine du gouvernement et les indépendances sont déclarées très tard. Elles font très peur et elles paraissent indésirables. Pourquoi? Parce que la coupe
coupure, je dirais, avec l'Espagne, c'est coupé avec le roi et c'est coupé avec Dieu. Et les révolutionnaires créoles craignent beaucoup les réactions populaires. Et donc, par exemple, en Argentine, qui est un espace autonome très tôt, la déclaration d'indépendance est très ambiguë, est retardée jusqu'en 1816. Au Mexique, c'est le chef de l'armée royaliste qui déclare l'indépendance. L'indépendance un peu paradoxale. Au Pérou, c'est des armées étrangères venues d'Argentine et du Chili qui vont permettre la déclaration d'indépendance. Je dirais que si vous prenez par exemple le livre de Jaime Rodríguez, qui est un professeur nord-américain d'origine équatorienne, son livre intitulé L'indépendance de l'Amérique espagnole, est entièrement structuré autour de l'idée que les Hispano-Américains ont voulu rester le plus longtemps possible des Espagnols dans la monarchie, mais avec des formes fortes d'autonomie. Ce qu'ils voulaient, c'est l'autonomie, une fédéralisation de l'Empire, une forme de constitutionnalisation de l'Empire, mais coupée avec l'Espagne, pour les citoyens blancs en tout cas, c'était à la fois faire porter un risque de soulèvement populaire, parce que couper avec le roi, c'est couper avec Dieu, mais c'est aussi pour les blancs couper avec l'origine de leur dignité sociale. L'origine européenne, c'est ce qui garantit le fait qu'ils sont blancs et donc qui dominent une société coloniale structurée en couleur et hautement racialisée. Donc la coupure et la déliaison avec l'Espagne est éminemment problématique. Or, dans le Venezuela et en Colombie, ces indépendances sont déclarées dès le début du processus. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Comment? C'est l'objet du livre. Et c'est un livre qui est plus une histoire culturelle et politique, une histoire des concepts politiques, une histoire de la politisation populaire. Donc c'est moins une histoire sociale, c'est plus une histoire qui s'intéresse aux répertoires intellectuels qui ont été mobilisés pour à la fois se représenter la crise de la monarchie et justifier le nouveau régime. Alors, mon point de départ, vous voyez, c'était le moment machiavélien, un livre que j'adore, que vous connaissez sans doute, hein, la tradition républicaine atlantique, et qui est un ouvrage qui inspire aujourd'hui beaucoup de travaux sur le républicanisme en Amérique hispanique. Alors, ça pose un ensemble de problèmes, parce que, premièrement, évidemment, le livre de Pocock, comme vous le savez, insiste sur un certain type de républicanisme qui est l'humanisme civique, le républicanisme classique, qui peut être compatible évidemment avec la monarchie, avec le régime monarchique. C'est un livre qui voyage de l'Italie à l'Angleterre, aux États-Unis, donc qui est nord-atlantique, et qui ne s'intéresse pas du tout évidemment à ce qui se passe en Amérique du Sud. Et puis surtout, il est fondé sur un contraste très fort, non seulement, bon, disons Pocock, mais ensuite toute l'école de Cambridge, avec Skinner, avec tous ces éminents historiens que j'apprécie beaucoup, et un contraste que vous connaissez entre d'un côté une conception libérale de la liberté comme non-intervention, de l'autre côté une conception républicaine comme non-domination, mais où le droit naturel, celui des droits de l'homme, plus du côté du libéralisme, et où voilà, il y a ce contraste et paraît très fort, il y a une dichotomie très forte entre républicanisme et un libéralisme des droits de l'homme. Et à mon sens, ça empêche de penser ce qui se passe dans l'espace. Alors, pour reprendre et vous donner quelques informations sur le déroulé événementiel qui amène aux indépendances de façon un petit peu inattendue, il faut revenir sur la révolution historiographique des années 90, 1990, dont je vous ai parlé, qui relie la révolution libérale espagnole de la Constitution de Cadix, qui est promulguée en 1812, donc une révolution européenne, métropolitaine, avec les révolutions hispaniques. C'est comme ça, c'est l'interprétation, si vous voulez, qui me semble juste, mais qui est aujourd'hui hégémonique, et qui essaie de nous mettre. Donc, très rapidement, vous connaissez l'histoire du blocus continental en 1807, un pays qui résiste, le Portugal, la décision d'envahir le Portugal, un traité fait avec l'Espagne pour permettre le passage des armées. Il y a une crise dynastique, on va dire, en Espagne à ce moment-là, au moment de la négociation du traité de Fontainebleau entre la France et l'Espagne. Charles IV est gouverné par un favori qui s'appelle Godoy, qui est le principal ministre de la monarchie, qui est très impopulaire. Son fils Ferdinand VII, le fils de Charles IV,
se rebelle avec une clique aristocratique contre le roi. C'est le motin d'Alentroès qui a lieu en 1808. Parce que voit Napoléon, il voit qu'il y a une occasion qui se présente et il décide d'opérer une substitution monarchique qui va se dérouler à Bayonne. Alors, vous connaissez le tableau de Goya, Udos de Mayo, c'est où la population madrilène se soulève au moment où les monarques Charles IV et Ferdinand VII quittent Madrid. La population madrilène se soulève. Et voilà. Et en mai 1808, Charles IV, représenté ici, puis son fils Ferdinand VII vont abdiquer. Donc il n'y a que Charles IV qui est représenté. Et Napoléon, qui a l'esprit de famille, en Corse, va couronner son frère Joseph, qui devient le roi d'Espagne. Soulèvement en Espagne, pas forcément unanime, comme on l'a dit, mais quand même très général. Et toute la question, c'est précisément pour lutter contre le pouvoir de Joseph Ier, de se doter d'un gouvernement de résistance. Et ce gouvernement de résistance prend plusieurs formes, mais finalement adopte une forme constitutionnelle, les provinces espagnoles vont élire des députés à des cortes constituantes pour doter la monarchie espagnole de constitution. Ils se réunissent le 24 septembre 1810 et ils déclarent, ces députés, représenter non pas le roi captif, comme il l'avait dit jusque-là, mais la nation. Donc il y a une révolution type 89, d'une certaine façon, qui se déroule. Et toute la question est de savoir comment se définit la nation espagnole. Et cette nation espagnole, est-ce que c'est uniquement l'Espagne métropolitaine, ou est-ce que c'est l'Espagne au sens de l'Empire espagnol? Alors, il y a différentes solutions qui sont proposées, mais en lien avec toute une évolution qui a eu cours au XVIIIe siècle, les Espagnols européens, on les appelle à ce moment-là, ont une représentation très coloniale de leur empire, ou plus coloniale que leur empire. Pas comme une monarchie mondiale avec des royaumes ultramarins et des royaumes européens, mais comme une métropole avec des colonies. Et donc, il ne leur vient pas à l'idée d'accorder l'égalité de la représentation entre les deux piliers de la monarchie. Il y a 10 millions d'Espagnols, 11 millions d'Américains. Évidemment, il est hors de question pour les députés espagnols d'Europe de dire qu'il y aura la moitié de députés espagnols américains. Donc il y a une querelle sur la représentation. Il y a les créoles, c'est-à-dire les Américains blancs, se rendent compte qu'ils sont des sujets coloniaux. Et évidemment, c'est un point de conflit qui n'est pas universel. Parce que les Espagnols vont se rattraper, ensuite ils vont déclarer l'égalité de représentation entre l'Amérique et l'Espagne. Mais en 1810, ce n'est pas le cas, et donc vous avez un certain nombre de provinces qui vont se déclarer autonomes vis-à-vis des Cortes de Cadix, et sans déclarer l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne. Je suis désolé, c'est un peu compliqué, je vous fais l'explication rapide. Et vous avez globalement 4 espaces, tous en Amérique du Sud, parce que les autres restent loyaux aux Cortes de Cadix. Vous avez d'abord le Venezuela, 19 avril 1810, une junte, c'est-à-dire une assemblée de gouvernement secret, qui, au nom de Ferdinand VII, le roi d'Espagne prisonnier des Français, ensuite Bogota, ensuite Buenos Aires, ensuite Bogota, et ensuite Santiago du Chili. Donc ça, c'est les pôles, si vous voulez, autonomistes. Et ces pôles autonomistes, ils vont le rester, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas déclarer l'indépendance pendant très longtemps, sauf le Nord, qui va la déclarer à partir du 5 juillet 1811 pour le Venezuela. Néanmoins, dans tout le ressort, je dirais, de l'Amérique loyaliste qui est très largement majoritaire, c'est-à-dire pour 85% de la population espagnole d'Amérique, ils sont monarchistes, constitutionnels et pro-gaditans, c'est-à-dire qu'ils vont appliquer la constitution de Cadix, qui va gouverner l'Empire jusqu'en 1814 et ensuite après 1820. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, la modernité politique, pour le dire comme ça, sous les espèces d'une forme de libéralisme constitutionnel, elle est produite en grande partie en Espagne et elle va être appliquée en Amérique, mais tout cela, et elle va être accueillie très favorablement. Ce qui fait que l'Amérique espagnole, l'hypothèse d'une indépendance est hautement improbable dans beaucoup de régions. Et donc, pour le dire de façon plus élaborée,
dire que c'est la focale impériale, c'est l'échelle impériale qui est pertinente ici pour penser les révolutions hispaniques, ce qu'on appelle dans l'historiographie les révolutions hispaniques, incluant l'Espagne et l'Amérique hispanique. Mais cette échelle impériale, elle nous explique uniquement une forme de libéralisme. Il faudrait lancer, il faudrait en déterminer la nature. Elle ne nous explique absolument pas le républicanisme du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade. D'où le bouquin. Le bouquin, c'est expliquer pourquoi ce choix pour la voie républicaine, qui est très improbable ailleurs. Il y a du républicanisme classique en Espagne, okay. Il n'y a pas de pensée anti-monarchique, ça n'existe presque pas en Espagne à la veille de la Révolution. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi cet espace, en essayant de déplacer l'échelle d'analyse vers le monde atlantique, c'est-à-dire de reposer la question des révolutions atlantiques, tout simplement. C'est-à-dire du lien entre cet espace particulier, la Révolution française et ses effets dans le monde caribéen, la Révolution antérieure des États-Unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien, précisément, entre la républicanisation de ces espaces entre 1776 et les années 1790 pour la République française, 92, 1804, et le fait que cet espace ait choisi la voie républicaine. C'est l'hypothèse qui est posée. Et il y a beaucoup de résistance aujourd'hui par rapport à ce type de thèse, parce qu'il y a une sorte de gadditomania qui s'est emparée des historiens, tout expliqué par la constitution de Cadix. Et l'idée qu'il puisse y avoir, on va dire, une histoire connectée des révolutions dans une forme séquentielle, une séquence, c'est-à-dire Révolution américaine, Révolution française, Saint-Domingue, Guadeloupe, Martinique, Guadeloupe surtout, République batave, on va voir, puis Révolution vénézuélienne, cette idée est fortement combattue, notamment par Rodriguez, mais aussi par beaucoup, la plupart des historiens hispano-américanistes de la période. Je suis très minoritaire pour ça. Donc, première constatation, l'espace que vous voyez ici, l'espace de terre ferme, je l'ai appelé terre ferme parce que ça m'évite de dire Colombie et Venezuela, qui sont totalement anachroniques, est un espace qui est relié de façon ancienne par des liens commerciaux avec le monde caribéen et avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que vous avez une production notamment d'or en Colombie qui est évacuée par contrebande, moitié de l'or par contrebande, par le golfe du Darien, notamment vers l'Europe. Puis vous avez une production de cacao qui est très importante, et la moitié par la voie de la contrebande via les Antilles hollandaises, qui se trouvent au large du Venezuela. Donc vous avez des liens forts. Par ailleurs, après le traité d'Utrecht, les Antilles françaises ont le droit de commercer avec cette partie, avec la terre ferme, notamment avec le Venezuela, pour trouver des espèces métalliques dont ils ont besoin, et surtout des mules pour faire tourner les moulins à sucre. Donc il y a des relations qui ne sont pas des relations interlopes, qui sont des relations commerciales, qui sont établies de longue date, depuis le début du XVIIIe siècle, qui font de cet espace un espace qui n'obéit pas au principe de la fermeture impériale espagnole, parce que c'est vrai qu'il y a l'exclusif, aucun étranger n'a le droit de fouler les terres de l'Empire du roi d'Espagne, etc. C'est un espace qui est déjà beaucoup plus mêlé. Par ailleurs, c'est un espace par le biais, qui est fortement lié par des liens commerciaux, notamment le consulat de Carthagène et le consulat du port de Caracas, la Guaira, à Philadelphie, à Charleston, par des liens commerciaux qui sont d'autant plus forts qu'à partir de 1797, le commerce de cet espace est ouvert aux neutres, aux puissances neutres, donc aux États-Unis, qui sont neutres à cet espace. Donc, par ce biais des relations commerciales, il y a aussi des idées, des livres qui circulent, malgré les interdictions qui pèsent sur les ouvrages des Lumières, notamment, et les ouvrages révolutionnaires dans la décennie 1790. Et surtout, il y a ce que j'appelle dans le bouquin une sorte de visibilité républicaine, c'est-à-dire la possibilité qu'il existe des républiques est patente dans cet espace, puisque les États-Unis ont été créés. Vous avez la République française qui s'est établie à Saint-Domingue et
qui a aboli l'esclavage en 1794. Et dans une société esclavagiste comme la terre ferme, c'est une nouvelle qui n'a absolument pas laissé indifférent. Vous avez la République batave, c'est-à-dire que Curaçao, Bonaire, Aruba sont inclus dans une république aussi qui est à quelques encablures des rivages vénézuéliens et colombiens. Et donc, les élites, aussi bien les élites que les gens du peuple le savent très bien. Pourquoi? Parce que les esclaves qui travaillent dans les plantations de Curaçao sont des esclaves qui viennent des terres fermes, qui sont catholiques, et qui sont évangélisés par des prêtres vénézuéliens, enfin qui viennent du Venezuela. Et puis, surtout, tout ce qui se passe à Saint-Domingue est connu de très près. Pourquoi? Parce que le Venezuela, c'est la base arrière de l'intervention espagnole à Saint-Domingue. On voit des milices de Caracas à Santo Domingo. Il y a des prisonniers qui sont pris par les armées espagnoles à Saint-Domingue, qui sont envoyés ensuite au Venezuela. Donc il y a des circulations de personnes qui sont très fortes. Et puis, il y a des exilés de Martinique en 1793, qui arrivent à 92, qui vont se réfugier à Caracas. Il y a des liens très très forts. Alors, j'anticipe évidemment sur ce que je vais dire, et je vois qu'il y a 23 minutes qui sont passées sur la suite, pour vous dire que dans cet espace, il y a un triangle républicain qui gouverne cette révolution républicaine. Il y a 3 villes en fait qui vont être pilotes dans cette transformation. Caracas, qui va être la capitale de la première république hispanique qui prendra le nom de Confédération des Provinces Unies du Venezuela, qui est créée en décembre 1811. Carthagène, vous voyez, des villes qui sont liées à l'espace caribéen très fortement, qui va déclarer elle aussi son indépendance comme république provinciale le 11 novembre 1811, à la suite de Caracas. Puis Bogota également, qui va être le siège, la capitale de l'autre république qui se crée en 1811, qui s'appelle la Confédération des Provinces Unies de Nouvelle-Grenade. Les 2 premières républiques, elles naissent dans cet espace autour de ce triangle. Elles ont une autre caractéristique, c'est qu'elles sont les premiers espaces constitutionnalisés du monde hispanique avant Cadix. Et vous voyez, la première constitution du monde hispanique est la constitution du Cundinamarca, qui est la région de Bogota, promulguée en avril 1811, c'est-à-dire un an avant celle de l'Espagne, avant celle de Cadix. Et vous voyez ici le titre 12, qui est assez bizarre, déclare de los derechos del hombre y del ciudadano, des droits de l'homme et du citoyen. Donc c'est une déclaration avec des droits de l'homme, même si c'est une constitution monarchique. Première république du monde hispanique, une petite république provinciale qui se crée en décembre 1811. Cette chronologie n'est souvent pas faite. La république de Tundra, qui est une petite république au nord de Bogota, qui est un espace républicain. Dans une chronologie que je ne vais pas détailler, qui est très complexe, mais qui montre la difficulté à penser ce moment, puisqu'il y a 3 temps dans cette révolution d'indépendance républicaine. Il y a la Constitution, la République et l'indépendance, et vous voyez qu'elles ne sont pas dans le bon ordre, bien souvent. C'est-à-dire que Bogota, par exemple, se constitutionnalise avant de se déclarer république et avant de déclarer l'indépendance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aux yeux des acteurs, il peut y avoir des républiques au sein d'une monarchie. Et pour les acteurs, le congrès de Bogota, il est évident qu'ils sont une république dans la monarchie parce que l'indépendance consiste à abjurer le serment fait au roi Ferdinand VII. Donc ça veut dire que pour eux, ce serment fait au roi de reconnaissance et de loyauté fait au roi Ferdinand VII était toujours valable au moment où il s'était transformé le 17 avril 1812 en république. Donc c'est un moment d'une grande complexité où républicanisme et forme monarchique de gouvernement sont mêlés, et ça correspond bien à la forme de la monarchie espagnole, parce que l'une des idées de ce livre, c'est que le moment révolutionnaire, certes il annonce le futur, la constitution, la citoyenneté, l'égalité des droits de l'homme, enfin, qui sont déclarés, sur le papier en tout cas, et il permet aussi de relire l'ancien régime. Et c'est l'une des thèses du livre, c'est que ce sont des formes d'archaïsme hispanique, entre guillemets, qui permettent de fabriquer de la modernité. Alors, je m'explique, ça c'est la première thèse du bouquin. C'est parce que la monarchie espagnole est une monarchie républicaine
qu'elle peut se transformer facilement dans une république fédérative. Alors, vous avez un bouquin de Manuel Herrero Sanchez qui est sorti l'an dernier, qui lie la monarchie espagnole comme une monarchie de ville. Et par république, un des sens de république, c'est la cité, c'est la communauté locale. Une monarchie de ville, et c'est particulièrement vrai dans le monde américain, où les cités sont les espaces juridictionnels centraux. Et on peut lire des choses comme ça, j'ai schématisé, c'est pour ça que je voulais un PowerPoint pour simplifier un peu tous les raisonnements du livre. Vous voyez, vous avez une pyramide juridictionnelle coloniale avec au sommet le roi qui juge sans être jugé à son tour, c'est la définition juridictionnelle, un pouvoir par la juridiction. Ensuite, le vice-roi capitaine général qui représente le roi, qui est l'alter ego du roi dans les provinces américaines. L'audience qui est un tribunal de justice, mais qui est aussi une institution d'administration. Et puis, derrière, vous avez la dimension proprement républicaine de cette monarchie, c'est-à-dire ce qu'on appelle les justices corporatives, ce sont les cités, les villas, les pueblos, c'est-à-dire les corporations territoriales, les cités. Et chaque échelon a une autonomie assez forte. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je dirais qu'il est assez facile pour l'audience d'ignorer les arrêts du roi, et pour les justices corporatives de développer, d'avoir une autonomie, une assez grande autonomie juridictionnelle. Alors qu'est-ce qui se passe en 1810 lorsque ces provinces deviennent autonomes? Elles vont, d'une certaine façon, méconnaître l'État colonial. Et l'État colonial, c'est peanuts dans cette région, parce que le roi, le vice-roi, l'audience, c'est 20 ou 25 personnes. Les plus hauts gradés de l'armée, c'est 25 personnes. En fait, tout le gouvernement et l'ordre sociopolitique de la région reposent sur les cités, les gouvernements des cités, c'est-à-dire les conseils municipaux, où se reproduisent des oligarchies blanches depuis des décennies, et qui tiennent le gouvernement municipal. Donc, lorsque le vice-roi, l'audience légale, pardonnerez l'expression, qu'est-ce qui reste? Ce sont des cités, villas pueblos, il y a une hiérarchie en fait, de dignité et d'attribution institutionnelle. Une cité, un conseil municipal plus vaste, plus un espace de juridiction beaucoup plus vaste, dominer un pays beaucoup plus vaste qu'une villa ou qu'un petit pueblo. Mais le problème, c'est quand il n'y a plus d'articulation monarchique, eh bien, il y a une sorte de puzzle souverain qui se crée, et ce puzzle souverain, ces cités vont se faire la guerre. Et ça n'a rien à voir avec l'indépendance ou la lutte contre l'Espagne, c'est des guerres civiques, des guerres entre cités. Et donc, voilà, la dimension républicaine, des cités, doit se recomposer, et évidemment, elle va se recomposer suivant la manœuvre fédérative. Et c'est pourquoi cette recomposition des cités qui vont créer des pactes pour recréer des républiques provinciales, comme des États fédérés nord-américains. Et ces États fédérés, ces républiques provinciales, qui s'appellent comme ça, vont s'unir pour créer des confédérations. Les confédérations peuvent être soit indépendantes, soit elles se pensent comme à l'intérieur de la monarchie espagnole. Donc il y a une république, ce qu'on appelle une république composée, par la réarticulation juridictionnelle. Évidemment, ce moment se fait, il va être lu à partir d'un certain nombre d'ouvrages, notamment les constitutions américaines. La Constitution confédérale de 1777 va être lue, mais aussi les constitutions françaises, notamment la Constitution du Directoire, dont certaines clauses sont reprises, mais qui changent complètement de sens. Et notamment les collèges électoraux de la Constitution de l'an 3, qui vont être repris tels quels, mais qui vont changer totalement de sens, c'est-à-dire qui vont permettre, ces collèges électoraux, vont au niveau des républiques fédérées, des États provinciaux, constituer des formes de représentation nationale. Je passe le détail, c'est très compliqué, c'est peut-être pas très intéressant, mais vous avez cette dimension, je dirais, corporative de la monarchie, avec une forme d'invention politique qui se recompose sous la forme de la République fédérée. Donc les hypothèses, est-ce que c'est un transfert de représentation? C'est plutôt un transfert de souveraineté du roi aux cités, et les cités qui vont se recomposer en République fédérative.
mais une souveraineté en fait qui a des caractéristiques très particulières, parce que c'est une souveraineté qui est relative, comparative, et qui n'est pas absolue comme le point en géométrie. C'est-à-dire que les pueblos sont inférieurs aux billas, qui sont inférieurs aux ciudades, qui sont inférieurs aux provinces, qui sont inférieurs aux royaumes. C'est la majesté, l'ordre de majesté, c'est un ordre comparatif qui permet d'articuler une hiérarchie territoriale, une hiérarchie de juridiction. C'est ça qui se décompose et qui va se recomposer dans la manœuvre fédérative. Et c'est ce qui explique, à mon sens, en partie, la facilité de la transition vers la République et le républicanisme, parce qu'il y a quelque chose de très traditionnel dans ce passage-là. C'est-à-dire ceux qu'on appelait sous l'Ancien Régime au XVIIIe siècle les républicains, c'est-à-dire les échevins municipaux, les maires, ils s'appelaient les bons républicains, bons pères de la patrie, vont devenir, les républicains d'Ancien Régime vont devenir des républicains du nouveau régime et dominer le nouveau régime. Et donc, ce républicanisme fédératif, il n'est pas une copie de celui des États-Unis, il a un caractère juridictionnel, et je vais retrouver le PowerPoint. Et là tombe la critique, si vous voulez, de beaucoup d'historiens qui disent que, comment dire, que tout vient de Cadix et tout est lié à la révolution espagnole de Cadix, en disant finalement il n'y a pas d'influence des États-Unis ou pas d'influence de la France. On voit qu'il y a une logique particulière et locale qui va être pensée en des termes qui sont liés à la Révolution américaine et la Révolution française, mais qui est une sorte de fédéralisme fabriqué à partir des conditions institutionnelles, sociales et politiques locales, vraiment, et qui permet cette transition. Alors, le deuxième point, c'est la thèse 2. Ça consiste à dire que, au moins à partir des années 1790, il y a une politisation d'un certain nombre de groupes populaires dans cette région, liées à des circulations politiques entre la Caraïbe française et cet espace. Et donc, on peut lire, je dirais, la fin de l'époque coloniale, comment dire, sans faire de téléologie. Parce que la critique, c'est de dire, finalement, quand vous dites que vous prenez la fin de l'époque coloniale et que vous dites qu'il y a une politisation qui annonce ensuite les indépendances, vous oubliez le caractère disrupteur de l'événement révolutionnaire de 1877. Sans l'invasion française, il n'y a pas d'indépendance. Si vous remontez avant, c'est-à-dire que vous êtes dans une démarche téléologique, finaliste, etc. Vous confondez le point d'arrivée avec le point de départ. C'est un peu la critique qui est faite. Sauf qu'il faut quand même tenir compte du fait que cet espace, beaucoup plus que le Mexique ou d'autres espaces hispano-américains, il est un espace qui va être soumis à une sorte de bombardement des événements de Saint-Domingue et de la Guadeloupe. Et il est particulièrement réceptif à ce que peuvent dire ces événements, compris comme, qui sont souvent réduits pour les populations locales au fait que les libres de couleur ont acquis l'égalité citoyenne avec les blancs, et au fait que les esclaves ont été libérés. Donc évidemment, dans une société coloniale comme la société locale, ces deux événements, l'égalité des libres de couleur, c'est la population, c'est le peuple du coin, c'est la population locale, c'est des libres de couleur, des gens qui ne sont pas uniquement d'origine européenne, puis il y a des esclaves, est un événement extrêmement important. Et c'est une république à savoir la République française, qui a déclaré ça. Donc ça, je passe, il y a plein de considérations sociales sur les particularités sociales. C'est-à-dire que cet espace est un espace à la fois de fluidité, une certaine fluidité sociale. Pourquoi ? Parce que les métis, finalement, veulent franchir la ligne de couleur à la fin de l'Ancien Régime pour être tenus pour des blancs, parce que ça leur donne un certain nombre d'avantages. On comprend bien. Et c'est rendu possible par le fait qu'il y a un métissage généralisé. Il y a une catégorie officielle dans le coin qui s'appelle esclaves de toutes les couleurs, parce qu'il y a des esclaves de toutes les couleurs, ou métis de toutes les couleurs. Et il y a des gens qui sont considérés comme des mulâtres, mais en fait qui ont une apparence blanche. Donc le franchissement, qu'on appelle ailleurs le franchissement, est beaucoup plus facile qu'ailleurs. Et là, j'ai trouvé un exemple qui est génial, c'est qu'au moment où les révolutionnaires dissertent sur
la modernité, la République, le régime représentatif, etc. Il y a des avis pour rechercher des esclaves qui sont insérés dans la Gaceta de Caracas. Et dans cet avis, on voit qu'il y a un esclave mulâtre qui s'est échappé, qui s'appelle Reyes, roi, et il est mulâtre parce qu'il est esclave, mais quand on voit son apparence physique, il est de couleur blanche. Il a les yeux bleus et il a les cheveux lisses. Donc il y a des fluidités malgré tout dans cette région. Et cette fluidité est contrariée par une politique, et je ne vais pas approfondir cette politique des Bourbons, qui consiste à essayer de renforcer le processus de racialisation dans la région, parce qu'ils considèrent, le gouvernement de la capitainerie générale notamment, que les métis introduisent un désordre dans l'ordre sociopolitique, et donc il faut remettre chacun à sa place. Et c'est le terme de classe qui est utilisé. Il faut reconstituer une société de classe. Et c'est un vocabulaire physiocratique, un peu libéral, un mot qui apparaît dans le dictionnaire espagnol en 1780, un mot nouveau. Quand on dit classe dans cette région, c'est les classes de couleur. La classe des blancs, la classe des mulâtres, la classe des morenos, pardos, etc. Donc il y a plein de procès, c'est-à-dire dès que vous avez un mulâtre qui essaie de faire le franchissement, ici vous avez une mulâtresse qui utilise un tapis de prière dans une église, qui est une prérogative des blancs, et donc on lui fait un procès pour rappeler qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Et puis il y a aussi des créations de milices de couleurs, morenos, pardos, ici vous avez une représentation des milices, milices de blancs en haut, milices de mulâtres clairs au milieu et milices de mulâtres foncés, qui sont dans des corps différents, une façon de réorganiser l'espace social suivant la couleur. Évidemment, ça ne marche pas, parce que quand vous faites l'histoire sociale de ces milices, dans la milice de blanc d'une certaine région, si vous regardez le statut de chacun, vous voyez que dans cette milice de blanc, la majorité des gens sont pardos, c'est-à-dire basanés, sont des mulâtres. En réalité, il y a des Indiens, c'est le désordre total. Et donc, évidemment, cette société, elle est travaillée par à la fois un processus de racialisation qui vient d'en haut, mais par en bas, une volonté de franchissement des libres de couleur. Et quand les nouvelles de ce qui se passe dans les années 1790 arrivent et parviennent, évidemment, forcément, ils ne peuvent qu'être intéressés par ces nouveautés, parce que, suivant le topos de l'époque, les libres de couleur veulent l'égalité, et les esclaves veulent la liberté. C'est facilement compréhensible. Et qu'est-ce qui se passe dans les Caraïbes dans les années 1790? Alors c'est intéressant que ce soit après la loi de liberté générale de 1994. C'est pas une carte que j'ai faite malheureusement, qui est intéressante. Vous avez un ensemble de soulèvements de nature et de conspirations de nature très diverses, mais où la terre ferme est, vous voyez, bien représentée, un petit peu partout, où vous avez des soulèvements d'esclaves, des conspirations parfois républicaines, des soulèvements d'Indiens, qui se déroulent de 94 à 99. Et certaines se réfèrent particulièrement à ce qui se passe dans les Antilles françaises. Donc j'ai fait une histoire, voilà, de ce que j'appelle les contre-publics, parce que c'est une publicité souterraine, secrète, qui intéresse les groupes populaires. Et j'ai trouvé, parce que quand on cherche, on trouve, un texte de Robespierre, par exemple, qui est très connu, et dont je vous lis le titre, Manifeste à toutes les nations, un texte très, très républicain, décembre 93. La milice des mulâtres de Caracas l'a traduit en avril 94. Ça va très vite. Et ça passe par Saint-Domingue, Santo Domingo, les milices, et ça arrive jusqu'à Caracas. Donc pourquoi des mulâtres s'intéressent à ce texte? Dans ce texte, on dit les rois sont des bandits, le régime républicain, c'est le régime de la vertu, etc., etc. Lorsque des prisonniers de Saint-Domingue, esclaves, libres, et certains blancs des armées de Toussaint l'Ouverture, notamment, sont envoyés à Caracas, ils discutent avec les gens du coin, des esclaves, et comme il y a une surveillance, parce que le capitaine général a très peur de la diffusion des rumeurs de ce qu'il appelle les papiers séditieux, ils font des rapports, et ça plonge la région dans un état d'alarme. C'est-à-dire qu'il y a 1500 prisonniers qui arrivent dans le port de Caracas, qui a 1500 habitants, c'est une toute petite cité. Évidemment, ça crée une commotion. Donc ils discutent, je ne sais pas comment, en quelle langue, et on voit voilà, les effets. Deux noirs esclaves de la Guaira occupés à pétrir du pain, disant sûr de ne pas être entendus, que dans un an ils seraient aussi libres que ceux de Saint-Domingue. Et l'un de ces noirs excitait ceux de sa classe en leur disant c'est la bonne occasion pour briser le joug des Espagnols, comme ceux de Saint-Domingue ont brisé le joug des Français. Tout un catalogue.
Et il y a une prolifération de ce type de faits dans les années 1790 qui indique que les populations, les libres de couleur, les esclaves des côtes en tout cas, savent ce qui se passe dans les Antilles françaises et s'identifient à Saint-Domingue. Donc Saint-Domingue ne fait pas qu'effrayer les élites esclavagistes, elles peuvent aussi intéresser évidemment les libres de couleur. Et puis vous avez une conspiration républicaine, donc il faut quand même la mettre dans cette boucle-là. C'est la seule conspiration républicaine du monde hispanique avant les indépendances. Elle a lieu au Venezuela, celle dite de Guale España, en 1797. Et c'est une conspiration atlantique parce qu'elle est assez compliquée, elle est très intéressante, parce que vous avez on va dire, des gens qui veulent constitutionnaliser la monarchie espagnole, qui font une conspiration, ils se font attraper à Madrid en 1795. C'est ce qu'on appelle la conspiration de San Blas, et un certain nombre de prisonniers sont envoyés au Venezuela. Et là, ils vont transformer cette conspiration constitutionnelle en une conspiration républicaine qui reprend, ça c'est les pièces, on va dire, que les esclaves de Saint-Domingue auraient, ou les prisonniers de Saint-Domingue auraient fait circuler dans cette région, avec une peur justement des talismans constitutionnels qui auraient été répandus. Et donc, il y a une très grande conspiration qui est pluriclassiste, parce qu'il y a des marchands basques, parce que vous avez des gens de couleur, vous avez beaucoup de miliciens de couleur, parce que vous avez des esclaves, vous avez quelques femmes, environ 120 personnes qui se font... voilà. On leur fait un procès. C'est un procès qui a un énorme retentissement dans la région. Et on exécute 7 personnes, enfin, on en exécute beaucoup, et ça met cet espace en révolution. Donc c'est difficile de ne pas tenir compte de ce qui se passe avant. Toute la difficulté, c'est de tenir compte de ça, pour dire que, comme l'a fait l'histoire patriotique vénézuélienne, c'était le prodrome de l'indépendance. C'est pour ça que le livre est gros. Vous voyez qu'il y a des esclaves ici, on ne voit rien, mais des esclaves, et il y en a un qui a un nom français qui s'appelle Jacques Lafont. On peut supposer qu'il est un esclave qui a été vendu comme le faisaient c'est souvent les Français, des esclaves infectés d'idées pernicieuses, ils étaient vendus en terre ferme. Et donc à un moment donné, on va interdire la vente d'esclaves francophones qui parlent français dans cette région, évidemment, parce qu'ils vont infecter toute la région. Alors, il ne faut pas... j'ai fait une étude de tout ça. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que cette conspiration va aboutir à la publication d'un petit ouvrage à 1000 exemplaires, qui va être diffusé même dans le point, qui s'appelle Derechos del Hombre del Ciudadano, avec une traduction des droits de l'homme de 93, de la levée en masse, enfin toute une sorte de répertoire républicain un peu radical. Et c'est pas publié à Madrid, mais à la Guadeloupe, parce que Victor Hugo va en partie financer cette publication. Donc il y a quand même une dimension atlantique, il y a une histoire connectée des révolutions. Je pense que c'est très raisonnable de le soutenir. Je ne vois pas comment on pourrait dire le contraire. Après, vous avez un basculement des élites aussi. Donc je vais aller plus rapidement. C'est-à-dire que on va dire que dans cette région, la politique du cordon sanitaire décidée par le principal ministre espagnol Florida Blanca en 1791, qui dit qu'on ne doit faire aucun commentaire sur les événements de la Révolution française, n'est pas appliquée. Donc on parle beaucoup de la Révolution française dans le journal de Bogota, le Papel Periódico de Santa Fe. Donc plein de commentaires, plein de nouvelles, et puis à partir d'un certain moment qui est 1794, on n'est pas plus du tout, il y a une sorte de blackout. Pourquoi? Parce que vous avez un des membres des élites rectrices, on dit en histoire sociale des élites dans cette région, qui s'appelle Antonio Nariño, qui va publier la première traduction des droits de l'homme et du citoyen, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 89. Et ça fait beaucoup plus peur aux autorités que la traduction du texte de Robespierre. Parce que la traduction du texte de Robespierre, la réaction c'est qu'ils ne savent pas que c'est des discours interdits, ce sont des mulâtres, donc ce sont des idiots, ils ne peuvent pas comprendre ce qui est écrit, alors que les élites, c'est beaucoup plus dangereux. Parce qu'elles se retournent, elles commencent à être infectées des idées, de ces idées révolutionnaires, elles peuvent fomenter des... Alors, moi je pense que Nariño, quand il publie la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
il répond plutôt à un marché éditorial et un grand intérêt pour l'encyclopédisme, pour les idées des Lumières françaises, beaucoup lisent en français, plutôt qu'il n'est lui-même révolutionnaire. Je pense qu'il est assez conservateur, mais ce que ça traduit, c'est une diffusion des langages du droit naturel moderne, notamment du vocabulaire des droits de l'homme. Pourquoi? Parce que, à mon sens, c'est comme ça que je l'analyse, il y a tout un processus de colonialisation de la monarchie espagnole, de creusement de la différence coloniale entre l'Espagne européenne et l'Espagne américaine, où les créoles blancs sont envoyés à un statut colonial. Et ils veulent lutter contre cette colonialisation de la monarchie espagnole, qui ne se pensait pas en ces termes, en réalité, qui se pensait comme une monarchie mondiale, avec des royaumes égaux, les uns, qu'ils soient ultramarins ou métropolitains. Donc, il y a de plus en plus une image coloniale qui se développe en Espagne, et pour lutter contre cela, pour dire que les Espagnols américains valent bien les Espagnols européens, les élites vont s'emparer du droit naturel moderne, cette idée d'égalité. Et puis, avec ce droit naturel moderne, notamment les droits de l'homme, ça leur paraît être, finalement, une sorte de résumé des droits fondamentaux que Dieu a mis dans la nature, parce qu'ils sont religieux. Et le bréviaire pour la régénération de la monarchie espagnole. Donc ils sont dans ce registre éclairé. Régénérer la monarchie espagnole, c'est constitutionnaliser à partir des principes des droits de l'homme, qui sont des principes rationnels, raisonnables, mais des principes qui ne sont pas révolutionnaires a priori. En tout cas, c'est toute la défense de Nalino dit, voilà ce qu'il y a dans les droits de l'homme, c'est ce qu'on lit dans les gazettes espagnoles tout le temps. Ce sont des langages qui ne sont pas anti-monarchiques, qui visent juste à essayer d'améliorer le gouvernement de Sa Majesté. Donc il y a une fracture qui explique, à mon avis, et ces droits de l'homme sont utilisés pour lutter contre la colonialisation de la monarchie, qui intéresse les Blancs, c'est-à-dire la dissymétrie Espagne-Amérique, et qui va expliquer pourquoi les éclairés de Nouvelle-Grenade, on ne voit rien, mais vous avez des gens qui sont des scientifiques, qui vont publier, qui sont assez nombreux, qui vont travailler de plus que Humboldt vient dans la région, donc ça va avoir un effet très stimulant sur les travaux scientifiques de la région. Tous ces scientifiques qui cherchent des lois, des lois de la nature et les lois aussi de la nature de l'homme, les lois politiques, vont être des rédacteurs de constitution pour passer des sciences naturelles à la science constitutionnelle. Et ils vont tous adopter les droits de l'homme, donc toutes ces constitutions vont adopter les droits de l'homme. Donc l'idée, c'est que c'est un républicanisme de l'égalité civile, en fait. Un républicanisme de l'égalité civile, des droits de l'homme, et qui correspond à des enjeux locaux. Mais le problème, si vous voulez, c'est que après 1811, quand il s'agit de justifier la République, il n'y a pas jamais de discours, ou très rarement de discours républicains militants. C'est très rare. Pourquoi? Parce que les élites considèrent que si elles diffusent ces langages républicains militants, elles vont avoir la guerre civile. Tous les, je dirais, ils ont une image d'un peuple conservateur, superstitieux, imbu et loyal. On va dire que d'une certaine façon, pas tout à fait tort, parce que la guerre civile, elle va démarrer une semaine après la déclaration d'indépendance. C'est vrai comme la rupture avec le roi, la religion, une propagande religieuse très forte. C'est la diablocratie républicaine et une guerre civile très puissante. Et donc il y a une quatrième thèse, c'est le sacre de la République. Il y a une dimension religieuse qui est très importante et qui est souvent oubliée, avec un transfert de sacralité où Thomas Paine est mobilisé, notamment le début de Common Sense. Pourquoi? Parce que dans le début de Common Sense, il y a la preuve de la bonté de la République est faite à partir d'une lecture de l'Ancien Testament, assez protestant. Donc, ça consiste à dire que la République, ce n'est pas un régime comme un autre, c'est une République que Dieu a voulu à l'origine pour les Hébreux. Et la monarchie leur a été imposée pour les punir d'avoir voulu être une nation comme les autres. Bon. Et curieusement, alors que ça appartient au monde protestant, ce type de raisonnement, c'est le raisonnement qui est mis en avant par les révolutionnaires pour convaincre de la bonté et de la justice du nouveau régime. Et notamment, le rédacteur, qui est un mulâtre, non, il n'est pas un mulâtre, c'est un métis, c'est-à-dire métis de blanc et d'indien, qui a plein de soucis
à l'époque coloniale, parce que justement, en raison de ce mélange des sangs. Donc le rédacteur de la première déclaration d'indépendance, celle du Venezuela, qui s'appelle Rocio, c'est le défenseur. Il va justifier l'indépendance avec des arguments religieux par une lecture de l'Ancien Testament et une référence à Païen, en réalité. En disant, et c'est ce qu'on appelle le républicanisme des Hébreux ou le républicanisme exclusiviste. Donc il y a un répertoire qui n'est pas celui de l'égalité civile, c'est un répertoire républicain aussi qui existe et qui est ancien. Pourquoi? Parce que, et ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de curés ont soutenu la révolution républicaine. Vous vous souvenez de la République de Tundra? L'Assemblée constituante de Tundra, c'est 70% de curés de village. Ils considèrent que la République va régénérer la religion catholique qui a été corrompue par l'Empire despotique. Et donc, l'accession à la République, c'est une façon de faire une nouvelle réforme catholique avec l'idée que, comment dire, ils sont souvent frottés de jansénisme et anti-romains, et ils vont puiser dans ces savoirs jansénistes pour dire, finalement, que la sacralité de Dieu ne tombe pas par en haut, via le pape, la tête papale, les évêques vers le pape, mais que, en fait, l'image du Christ en ce monde, c'est le peuple. Et donc, l'image du divin, c'est le peuple, et c'est pour ça que le peuple a le droit de choisir la forme de gouvernement qui lui correspond. Et avec un mélange de droit naturel. Et le grand livre qui défend cette idée, c'est, on va dire, le grand manifeste républicain, qui est publié à Philadelphie en 1817, par le fameux Rocio, rédacteur de la Déclaration d'indépendance vénézuélienne. Ça s'appelle le triomphe de la liberté sur le despotisme. Et quand vous regardez la table des matières, vous voyez qu'il n'y a jamais une mention de Rousseau, de Jefferson, de Robespierre ou de Rousseau, qui apparaît par ailleurs, mais c'est le Deutéronome, c'est Joatan, Gédéon, Abraham, Moïse, etc. C'est un petit peu illisible, et c'est assez intéressant parce que c'est le grand livre républicaniste de l'époque. Ouais, et donc je vais conclure, mais néanmoins, donc il y a d'autres choses qui sont développées. Il y a cette idée de régénération, mais ce qui est intéressant dans cette révolution républicaine, c'est que, en tout cas du point de vue des discours, elle va... c'est un républicanisme régénérateur. Il veut transformer la société, notamment en reconnaissant des droits fondamentaux préexistants, sous la forme des droits de l'homme, mais qui va abolir le critère qui hiérarchisait la société coloniale, qui était le critère ou le principe juridique de pureté de sang. Il disait que certains avaient des sangs purs et d'autres de sang impurs. Le critère de pureté de sang est aboli. Donc ce principe étant aboli, après évidemment il y a d'autres formes de hiérarchisation qui sont liées à la couleur qui vont réémerger au XIXe siècle. Mais il y a un mouvement d'ouverture qui fait aussi que le suffrage est quasiment universel, masculin évidemment, au début de la période révolutionnaire. Je n'ai pas parlé de ça, mais en conclusion, je dirais que si l'échelle impériale explique le lien entre la révolution libérale espagnole et les révolutions hispano-américaines libérales, c'est une échelle atlantique qui explique le fait que cette région du monde se soit républicanisée avant les autres et déclaré l'indépendance avant les autres. Et l'échelle atlantique, ce n'est pas une histoire un peu décontextualisée, globale. Cette échelle atlantique, elle oblige à faire une histoire connectée fine, en suivant la trace des papiers, des documents, entre des gens qui vont colporter ces idées, savoir qui ils sont et quel type de papier, de traduction on lu. Donc c'est lié à une sorte de micro-histoire. Cette histoire connectée des révolutions atlantiques, le Venezuela et la Colombie de l'époque en fournissent un exemple intéressant. Mais cette histoire connectée n'est pas possible partout. On ne peut pas toutes les lier entre elles, mais ici, elle est possible. Et d'un point de vue chronologique, elle réhabilite aussi la décennie des années 1790, le moment de la révolution caribéenne liée à la révolution française, qui produit quand même des changements
forme de politisation souterraine qui intéresse aussi bien les groupes populaires que les élites, qui vont devenir ensuite républicaines. Et puis, je dirais qu'on peut apercevoir au début de la Révolution une sorte de projet républicain. Et ce projet républicain, précisément, c'est un projet, je dirais, qui veut réagir contre la double articulation coloniale. C'est-à-dire à la fois contre l'Empire en tant que dissymétrie entre une métropole qui commande et des périphéries coloniales qui obéissent. Donc ça, c'est plutôt les élites qui réagissent contre ça. Ils utilisent le droit d'homme pour critiquer cette articulation coloniale, métropole et colonie. Et puis, contre l'autre articulation coloniale, interne aux sociétés coloniales, qui vont hiérarchiser la société sur les critères de la couleur, de la race, entre guillemets, et aussi de l'esclavage. Donc, voilà, un programme ambitieux, qui va ensuite être porté par Bolivar, c'est pas lui qui invente tout ça, et qui, évidemment, ne va pas s'incarner, mais qui ouvre des arènes, un ensemble de conflits qui permettent de relire en partie le 19e siècle hispano-américain de façon un petit peu différente de la façon traditionnelle.